Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 29 avril 2022 et on a vécu une semaine moyennement agréable sur la bourse suisse. C'est pas vraiment de notre faute, hein. Nous on y est pour rien parce qu'on est des gentils, mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que l'ensemble des marchés boursiers souffrent, toujours dans cette thématique dont j'ai beaucoup abordé le sujet le jeudi matin dans le Morning Bull Live, sur le côté où on a l'inflation qui nous pèse, la hausse des taux qui arrive, ces craintes de récession qui nous pèsent dessus, sans parler de les craintes de guerre en Ukraine, et puis sans parler des craintes de Covid en Chine. Donc ça c'est encore à côté. Mais donc quand vous avez toute cette espèce d'amalgame, de maelstrom, de mauvaises nouvelles et de pression sur nos épaules, eh bien forcément, même si en Suisse on a tendance à être un petit peu le safe haven et le marché qui s'en sort toujours un peu mieux que les autres, eh bien là c'était plutôt difficile, donc ça se passe un tout petit peu moins bien. On a aussi beaucoup de résultats trimestriels qui sont publiés. Alors s'ils sont publiés de tous les côtés, ça vient du côté américain, ça vient du côté européen, il y a beaucoup de chiffres qui arrivent en ce moment sur le marché, et donc là aussi il y a des conséquences. Donc quand vous avez tout ça comme pression, c'est difficile de s'en sortir. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'en sort quand même pas trop mal, mais il y a un petit peu à boire et à manger dans cette performance hebdomadaire du SMI. Alors on regarde toujours tout de suite ce que ça donne sur le tableau des performances. Donc vous le voyez comme moi, il va falloir se concentrer sur cette colonne, la deuxième colonne depuis la gauche, ici, donc dans le weekly. Donc on a un Crédit Suisse qui est en baisse de 9,94% sur la semaine, suivi de très près par Partners Group, qui a toujours de la peine depuis ses résultats, et par Lonza, qui a également publié ses résultats. De l'autre côté, on notera quand même aussi au passage Logitech qui perd 7,12% sur la semaine. Évidemment, comme le Nasdaq, la tech, le SOX et Semiconductor Index s'est fait massacrer aux États-Unis, eh bien il fallait bien trouver une tech sur qui taper. Donc Logitech est la victime évidente de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Et puis après, on voit que les assurances se stabilisent, mis à part Swiss Life qui est un petit peu sous pression, mais je crois qu'ils ont payé leurs dividendes cette semaine. Et puis de l'autre côté, nous aurons Roche qui fait un peu la bascule pour aller chercher de l'autre côté les meilleurs performeurs dans la semaine. Donc l'UBS dans le côté des bancaires qui s'en sort bien, on va parler de ses résultats. Novartis, on va parler également de ses résultats. Swisscom également ses résultats. Et puis Nestlé qui surfe sur les bons chiffres de la semaine dernière dont on avait déjà abordé dans le Swiss Bliss. Notez Holcim qui a la meilleure performance de la semaine. Alors Holcim, j'en parle pas parce que c'est le titre que je n'ai jamais compris et j'ai jamais réussi à gagner 10 balles dessus. Bien au contraire, c'est plutôt celui qui m'a coûté le plus cher dans ma carrière de trader. Si l'on regarde le chart de notre ami le SMI, eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Alors déjà, on voit que ce canal haussier dans lequel nous étions, eh bien, il a clairement lâché cette semaine. Regardez attentivement d'ailleurs, si on regarde un petit peu en dessous ici, vous avez la moyenne mobile des 200 jours, cette moyenne orange, que je vais vous highlighter à l'instant. Vous voyez ici cette moyenne mobile, c'est de ça qu'on parle. Eh bien, on a essayé de tenir la première fois, chose qui n'a pas fonctionné, avant de lâcher finalement pour aller chercher beaucoup plus bas et avoir ce petit reversal dans lequel nous sommes depuis quelques jours, depuis 2 jours, en espérant que tout n'est pas terminé. Alors il y a un truc que j'aurais bien voulu voir dans cette configuration graphique pour être un peu plus soulagé, c'est le fait qu'on ait réussi, si on avait pu réussir à combler ce gap ici, ça aurait été une bonne nouvelle, mais on s'est juste arrêté à mi-chemin, malheureusement ça c'est un tout petit peu dommage. Alors voilà, maintenant ce qu'il va falloir surveiller sur la Suisse dans un premier temps, sur le SMI, c'est notre capacité à recasser cette moyenne mobile des 200 jours qui passe par les 12 000, grosso modo 12 209 pour l'instant. Et une fois qu'on aura réussi à s'établir par-dessus, on pourra reparler de ce canal haussier. Mais pour l'instant, évidemment, il y a beaucoup de choses qui nous attendent et qui vont être difficiles à gérer. La bonne nouvelle, c'est que les stochastiques sont en train de pointer vers le haut pour l'instant. Donc, il y a un espèce de rebond qui est en train de se définir. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de ce côté-là. Mais voilà, on reste quand même dans une zone assez tendue. Zone qui est très tendue pour les évidences qu'on connaît, les tensions qu'on a aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que pendant quelques temps, on s'est souvent retrouvé comme étant le safe haven du marché.
marché, hein, donc la zone de sécurité. Mais on voit quand même qu'aujourd'hui, la zone de sécurité, les gens qui viennent chercher des zones rassurantes plutôt, eh bien ça marche pas très bien. D'ailleurs, on le voit très bien sur l'or en ce moment, puisque l'or est également un des safe haven du marché. Alors on en parle beaucoup, hein, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais il faut acheter de l'or parce que c'est là où on est tranquille. En fait, l'or pour l'instant, vous voyez, tranquille comme on est, il ne faut strictement rien. On est revenu se poser sur les 1880, 1890. On peut espérer, on va dire, en soyant bullish, et c'est vraiment un scénario bullish sur l'or, parce que pour que ça rebondisse, il faudrait quand même que l'ensemble des marchés commencent à pécloter et à aller chercher un peu plus bas. Eh bien aujourd'hui sur l'or, on voit qu'on a les stochastiques qui remontent, et puis de l'autre côté, là aussi, on a cette zone-là qui fait que ça se reconstruit aussi régulièrement. Donc c'est plutôt encourageant de ce côté. On peut espérer voir un rebond sur l'or. De là à dire qu'il faudra tirer un parallèle avec le SMI, il y a un grand pas que je ne franchirai pas, mais sachez quand même que tout ce qui est un petit peu zone de sécurité, on les recherche en ce moment, parce que les tensions sont quand même relativement élevées. Le SLI au passage, le SLI, lui, il a plutôt cette zone de... Vous voyez ici, avec cette région qui fait que nous sommes dans un canal latéral, hein, qu'on avait ici depuis quelques temps. Ce canal latéral a été cassé cette semaine, en début de semaine, et on vient s'établir de nouveau sur le bas du canal, qui correspond, comme par hasard, à cette résistance, enfin ce support plutôt au niveau des 1850 qu'on avait atteint en octobre 2021. Donc on est venu taper parfaitement ici, on a fait un parfait reversal ici, c'est une très jolie figure technique, il faut quand même le signaler. On peut espérer que le SLI remonte en direction des 1900. Après, ce sera plus compliqué pour aller réintégrer cette zone ici. Dans les vedettes de la semaine, alors il y a eu beaucoup de publications de résultats, donc forcément on va parler principalement de ça. Eh bien la première, à tout seigneur, tout honneur cette semaine, c'était Roche qui a publié en début de semaine des chiffres relativement bons, plutôt au-dessus des attentes, donc plutôt des chiffres satisfaisants, assez enthousiasmants, même j'ai envie de dire, c'est pas non plus l'euphorie, mais plutôt pas mal en termes de résultats. On aurait pu craindre le pire. En tout cas, la bonne nouvelle chez Roche, c'est que pour une fois, on a trouvé une société qui n'est pas venue se plaindre de la guerre en Ukraine en disant « Ouh, ça va être très compliqué à cause de la guerre en Ukraine ». Non, Roche s'en sort plutôt bien et ne voit pas trop de problématiques de ce côté-là. Donc ça, c'est déjà quelque chose de relativement rassurant. Elle a pas très bien performé par rapport aux résultats, mais il y a une excuse et il y a une raison qu'il faut quand même rapidement expliquer. C'est, je vous l'avais dit la semaine dernière, que l'UBS avait fait un downgrade massif sur la zone des 400. Alors quand vous avez une banque, la plus grande de Suisse comme l'UBS, qui dégage des positions sur Roche pendant toute la semaine, eh bien ça met la pression vendeuse. Et les gens qui sortent à 390, 400, ils n'ont pas forcément envie de racheter à 360. Et donc du coup, pour des raisons de coût de transaction, bien sûr. Et donc du coup, vous n'avez pas forcément de dynamique acheteuse derrière, malgré si les chiffres sont positifs. Il n'y a que les traders qui s'amusent au niveau de tout ça. Ce qui fait que pour l'instant, l'UBS souffre un petit peu de tout ça. Enfin, l'UBS, pardon. Pour l'instant, le bon Roche souffre un petit peu de tout ça. Et puis, on va voir si on arrive à renverser la tendance. On a encore une marge de manœuvre jusqu'à 340 où il y a des supports techniques. On va la voir tout de suite sur le graphique. Donc, vous voyez ici sur le graphique, ici, cette descente d'organes que nous a fait le bon Roche à cause du downgrade de l'UBS. Et puis, finalement, ce reversal. Alors là, en bas, c'est un petit peu la déception du moment, puisqu'on voit que sur la publication des chiffres qui étaient au-dessus des attentes quand même, eh bien, malgré la descente et malgré la publication de bons chiffres, on a quand même un titre qui se traite difficilement mais qui tient quand même le moyen immobilier de 100 jours, donc ça c'est une bonne nouvelle. On a en plus en bas le côté stochastique qui fait qu'on est en train d'inverser notre tendance sur le bon Roche, et donc on peut espérer aussi un rebond. Donc moi, si je devais faire quelque chose, j'aurais tendance à vouloir acheter du bon Roche à ces niveaux là, sur le niveau des 360, pour jouer un rebond et pour jouer un investissement plutôt long terme. On n'est pas en train de parler de trading. Moi je ferais une demi-position à 360 et une demi-position à 340. Et puis pour ceux qui ont un peu plus de cash ou de liquidité, achetez régulièrement du bon Roche, parce que quand on regarde la performance de ce titre sur les années, eh bien c'est quand même plutôt des choses assez intéressantes. Et là, depuis quasiment 5-6 ans, on est dans un trend aussi en permanence. Et chaque fois qu'on a une faiblesse, il faut profiter pour aller chercher un peu plus haut. Donc plutôt positif sur Roche, positif après les résultats. Positif aussi parce que cette vente qui a été déclenchée par les downgrades de l'UBS va gentiment se calmer, se tarir, ce qui fait qu'il y aura de nouveau peut-être quelque chose à jouer. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est un titre que j'aime bien, et si je dois me retrouver avec que ça dans mon portefeuille, ça m'ira très bien.
L'autre vedette de la semaine, c'est toujours dans le domaine de la pharma, c'est Novartis. Donc Novartis qui a publié également ses chiffres trimestriels. Alors là, globalement, dans les attentes, bonne surprise à la hausse sur la division générique de Sandoz qui, elle, était meilleure que les attentes. Pas mal, même meilleure que les attentes. On a toujours pas mal d'interrogations au niveau de Sandoz parce qu'on sait que le management de Novartis attend toujours pour savoir ce qu'ils vont en faire réellement, comment ils vont la vendre, comment ils vont la restructurer. Tout ce qu'on sait que ça va coûter de l'argent, mais ça va aussi coûter des emplois. Donc l'un dans l'autre, les espoirs de voir ce qui va se passer sur Sandoz, les licenciements font que quelque part ça dynamise un petit peu les chiffres de Novartis et ça lui permet de tenir relativement bien et de bien tenir le coup, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que notre Novartis adoré est dans son trend séculaire dont je vous parle depuis des semaines, et là on est en haut du trend, vraiment en haut du canal aussi, du canal latéral dans lequel elle se traite depuis des mois, et on n'arrive pas à rebaisser, mais on n'arrive pas à démarrer à la hausse non plus comme on le voit sur le graphique. Donc vous voyez notre fameux canal séculaire, on va dire ça comme ça, à 87 ici, à 87 ici, à 87 ici de nouveau. Et puis vous voyez cette tendance haussière dans laquelle on est. Alors moi c'est un petit peu mon scénario à court terme, ce serait de voir finalement Novartis rebaisser en direction de cette zone ici, pour après jouer la tendance de rebond en direction des, allez, soyons fous, 92 francs suisses, qui sait, on peut espérer. Alors pour l'instant, on a un affaiblissement, on le voit au niveau des stochastiques ici de nouveau, et on peut espérer que finalement les choses vont se calmer sur le bas pour repartir ensuite d'un point de vue mécanique. Alors globalement, je pense que pour l'instant, dans un environnement marché qui tiendrait à peu près la route, ça me paraît peu probable qu'on vienne rechercher les bas sur le canal de Novartis, surtout après les résultats qui viennent de publier, surtout après le fait qu'on attend des nouvelles sur Sandoz, mais il faudra quand même surveiller cette éventualité en cas d'affaiblissement général des marchés. Pour l'instant, je joue plutôt un scénario donc de retour en direction des 83,40 sur Novartis pour jouer ensuite un rebond en direction de 92, puisque les choses ont l'air de bien se passer pour l'instant dans le deuxième plus grand géant balois. Parlons un petit peu de l'UBS qui a traversé ses premiers trimestres de 2022 dans une espèce de confort assez impressionnant, des chiffres qui sont au-dessus des attentes. Globalement, il faut noter un léger coup de mou au niveau de la gestion de fortune, mais ça c'est probablement aussi à cause des marchés qui ont mis quand même la pression, et puis une belle performance de la banque d'affaires, ce qui permet de compenser. Et globalement, ce qu'il faut retenir de l'UBS, c'est que les chiffres sont bons, et que si on la compare à son comparse, le Crédit Suisse, qui lui sort des chiffres catastrophiques, c'est nettement mieux. Donc, Crédit Suisse, c'est pas une grande surprise, ils ont également publié cette semaine, c'est le worst performance du SMI, on va pas tirer sur l'ambulance, on connaît l'histoire, on savait que les chiffres seraient dégueulasses, ils avaient fait un profit warning il y a quelques semaines, donc c'est pas une grande surprise. Néanmoins, on va mettre le Crédit Suisse de côté et se reconcentrer sur l'UBS. Ce qu'il faut noter pour l'UBS surtout, c'est que finalement on a eu des chiffres qui sont le meilleur trimestre depuis 2007. Alors ça veut quand même dire quelque chose, parce que si on parle de 2007, d'abord moi j'y étais encore en 2007, mais en plus en 2007, eh bien il y a eu surtout un truc, c'est que c'était avant la crise des subprimes, juste avant que tout parte en vrille. L'UBS avait fait ses derniers chiffres trimestriels, les meilleurs de tous les temps. Eh bien, c'est battu, c'est mieux cette fois, donc c'est une excellente nouvelle. C'est vraiment une très très belle performance trimestrielle de la part de l'UBS qui peuvent largement s'offrir un petit cocorico qui est mis en bémol par ce qui se passe sur le comportement de l'action. Alors, que se passe-t-il sur l'UBS? Alors, l'UBS a donc publié ses chiffres qui étaient bons, comme je viens de l'expliquer, mais eh bien, on a cassé quand même, on a cassé à la baisse cette tendance haussière dans laquelle on est depuis un bon moment. On vient se reposer sur la moyenne mobile des 200 jours ou dans la zone des 16,45, et puis à partir de là, heureusement, on tient le coup et on rebondit et on arrive à monter à l'ascension. Alors globalement, de nouveau, je crois que le comportement négatif de l'UBS a surtout été biaisé par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps sur les marchés boursiers, ces tensions qu'on a vues en ce moment. Je pense néanmoins que ceux qui veulent jouer, comme on dit, un petit coup de trading, on peut jouer les 17,80 à la hausse pour aller rechercher cette résistance qui va nous barrer un peu le passage ces prochains temps. Il faudra pour ce faire que tout se passe bien, ça sera la grande question, tout se passe bien sur les marchés boursiers, tout se passe bien aux États-Unis, et puis qu'on calme un petit peu ces peurs dans lesquelles on se trouve pour l'instant dans nos marchés boursiers et dans notre stress de ce retour de l'inflation et de cette hausse des taux. Néanmoins, moi je suis plutôt constructif. Pour quelqu'un qui là aussi veut construire une position sur le long terme, je reste de toute façon
archi convaincu que si on n'a pas une année aussi catastrophique que ce qu'on est en train d'imaginer, on peut espérer retourner quand même en direction des 21 francs suisses, surtout quand on voit la qualité des résultats de l'UBS, et qui d'ailleurs citait aussi qu'eux, ils n'avaient pas été trop victimes de la problématique en Ukraine, contrairement à bien d'autres banques dans le monde entier. Je vous fais grâce du chart du Crédit Suisse parce que ça vaut pas la peine et puis ça donne mal au cœur. Mais par contre, on va parler un peu de Kuehne + Nagel. Alors Kuehne + Nagel a bien profité, bons chiffres également, ils ont été publiés cette semaine. Ils ont bien profité de la situation, on va dire, économique au niveau de la tension sur les chaînes d'approvisionnement. Ils en bénéficient, ça se passe plutôt bien. Des bons chiffres, globalement, quand on regarde un peu les commentaires qui ont été signalés, expliqués, c'était des bons chiffres. Par contre, il faut quand même aussi donner une explication au niveau du price action qu'on a sur le titre parce que ça se passe pas très bien et il y a une raison à ça. Alors moi je serais CEO de Kuehne + Nagel, je serais hyper frustré parce que quand je sors des chiffres comme ça et que je vois le titre qui se fait massacrer entre guillemets dans cette zone là, on voit ce grand candle rouge qui signifie que Kuehne + Nagel s'est quand même pris une petite claque le jour des résultats. Et bien en fait la raison de cette baisse sur Kuehne + Nagel est principalement due au fait que vous le voyez ici, on avait déjà bien profité de la hausse. Alors je vais pas dire qu'il y a des gens qui étaient mieux informés que les autres parce que ce serait mal de dire ça de ma part, mais en tous les cas on a l'impression qu'il y a des gens qui avaient anticipé, qui avaient très bien joué la thématique de ces tensions dans les chaînes d'approvisionnement, bien joué le rebond qu'on a eu après cette correction qu'on a eu dans la première partie de l'année jusqu'au début du mois d'avril, et puis finalement on se rend compte que les chiffres étant bons, on a une satisfaction assez grande du côté de Kuehne + Nagel. Donc du coup qu'est-ce qui se passe? On prend les profits et donc c'est pour ça qu'on a cette petite baisse. Alors pour l'instant maintenant on va voir un peu comment ça va évoluer, voir un peu de nouveau comment les marchés vont continuer à se comporter pour savoir si une fois qu'on a digéré finalement la baisse, on peut se dire qu'on est en train de reconstruire quelque chose et qu'on a de l'espoir. Et alors moi, de nouveau, je ne suis pas un analyste technique très pointu, mais en tout cas, quand je regarde ce genre de configuration graphique, si on arrive à tenir vraiment dans cette zone de coupole qu'on est en train de construire, moi je ne serais pas étonné, une fois qu'on aura réussi à casser cette résistance à 280, de voir Kuehne + Nagel retourner dans un premier temps à 330, 320, pour aller potentiellement chercher le top qu'on avait au mois de septembre 2021 en direction des 364. Alors pour moi, c'est un peu un scénario hyper bullish, ça dépendra quand même, il faudra que l'économie fonctionne en parallèle, il faudra que les marchés fonctionnent en parallèle, mais moi j'aime bien ce que Kuehne + Nagel est en train de nous faire d'un point de vue technique. Et deux publications de résultats encore qu'il faut qu'on aborde. Straumann, tout d'abord, la star des implants dentaires, a publié des chiffres qui étaient plutôt bons, voire très très bons, donc nettement supérieurs aux attentes. Alors on en parlait la semaine dernière parce que finalement Straumann avait annoncé son split et donc avait mis en action son split, et finalement en général on se dit quand une boîte split, il y a un regain d'intérêt et du coup les gens viennent se repositionner sur la valeur. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement aux États-Unis. On en a déjà beaucoup parlé dans les cas de Tesla, dans les cas de Amazon, enfin bref, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées au niveau de ce genre de situation. Et donc, je vous disais la semaine passée qu'il fallait regarder attentivement. Et bien, quand on regarde le chart, il y a du bon et du moins bon. Alors, comme vous le voyez déjà dans ce que j'ai entouré sur le graphique ici, on voit que depuis que le split est annoncé, le titre a fait que de baisser. Donc, c'est pas vraiment le même comportement qu'on voit habituellement aux États-Unis. Mais par contre, depuis les résultats, avec l'annonce des résultats, finalement, on a un joli rebond qui s'est quand même bien dessiné. Alors, il faudra surveiller maintenant si on peut évidemment faire un fond dans la zone des 112 et commencer à reconstruire quelque chose, parce que je pense qu'il y a pas mal de mauvaises choses qui ont été intégré chez Straumann, et là aussi de nouveau, si l'économie revient normale, on peut avoir un petit peu d'espoir. Donc à surveiller une consolidation sur ces niveaux-là pour essayer de redémarrer un nouveau trend sur Straumann. Il ne faudra plus qu'on aille se balader en dessous des 110, ce serait comme une condition prérequise pour espérer retrouver un petit peu de dynamisme sur le géant de l'implant dentaire. Swisscom a publié ses chiffres jeudi matin également, des très bons chiffres, grosso modo. Alors il y a eu une petite déception au niveau du global, mais c'était plutôt des événements externes, comptabilité, donc ça on s'en fout. Mais par contre l'opérationnel était en hausse, donc ça se passe plutôt pas mal. C'est pas le titre le plus sexy du SMI, Swisscom, on connaît ça, mais le gros avantage c'est que c'est vraiment l'investissement du père de famille standard, puisque globalement il vous paye un dividende, globalement ça monte qu'à 1K, et puis il faut juste profiter des baisses pour en racheter un petit peu. C'est pas le truc le plus fort.
fun, mais enfin en tous les cas quand on voit comment se comporte le titre, eh bien on peut n'être que très satisfait d'avoir un titre comme ça en portefeuille, mais c'est vraiment un fond de portefeuille, il n'y a pas de quoi s'amuser ou s'exciter avec Swisscom. Alors vous le voyez sur le graphique, il n'y a pas grand chose à commenter, trend dossier, dernier résultat au mois de septembre-octobre qui avait été un petit peu décevant et depuis ça fait que monter, donc on va pas trop se poser de questions, tout va bien chez Swisscom, le comportement est parfait, il faudrait qu'on ait voir si on arrive à chercher les 580 pour sortir par le haut, mais en même temps comme je le disais c'est plutôt un titre qui aura tendance à redescendre gentiment, s'effriter sur les 550 et ensuite on pourra le racheter pour continuer à jouer cette très grande tendance haussière dans laquelle nous sommes depuis un petit moment, à suivre attentivement donc. La vedette de la semaine, c'est Temenos. Donc je vous l'avais dit, j'aime pas dire ça, mais je vous l'avais dit, je vous ai déjà parlé plusieurs fois comme quoi il y avait des possibilités de voir un takeover sur Temenos. Eh bien, c'est fait. Alors c'est pas fait, le takeover n'est pas fait, mais il y a la société Thomas Bravo qui n'a rien à voir avec Thomas, mais globalement la société Thomas Bravo est en train de tourner autour de Temenos pour envisager de faire un takeover. Alors on se pose beaucoup de questions parce qu'on sait que Temenos sont quand même assez greedy, parce que greed is good, on le sait bien. Eh bien, Temenos c'est plutôt tendance à vouloir demander un petit peu plus d'argent et valoriser la société un petit peu plus haut. Alors il y a un joli rebond qui vient de se dessiner de quasiment pratiquement 16 ou 17 francs pour l'instant. Il faut voir un peu comment ça continue. On n'a pas forcément d'informations définitives, on n'a pas de détails non plus définitifs sur les prix. Temenos ne commente pas ce genre de rumeurs de marché, mais on sait que les Américains sont en train de leur tourner autour, donc il y a encore pas mal de potentiels qui peuvent se déboucher, se développer sur Temenos, à surveiller donc attentivement. Mais je vous dis, c'est un takeover candidate, donc c'est quelqu'un qui va rester régulièrement dans les crossfire, dans la ligne de mire finalement des spéculateurs. Alors vous le voyez sur le graphique directement, eh bien Temenos est construit gentiment. Alors la bonne nouvelle c'est qu'on est en train gentiment, allez, soyons fous, parlons de tendance haussière et de construction sur le futur. On voit que Temenos est en train de construire une nouvelle tendance haussière, donc il faudra la surveiller en direction des 105, on va traiter un peu dans ce range là, mais évidemment on va se concentrer sur des confirmations ou des infirmations. C'est pas la première fois qu'on nous en parle, je vous rappelle qu'il y avait un fonds de private equity qui leur tournait déjà autour l'année passée, et donc ça s'est dégonflé, on n'en parle plus vraiment depuis. Donc si vous avez quelqu'un qui est d'accord, serait aujourd'hui d'accord d'aller payer 92, pourquoi ceux qui voulaient payer 140 à l'époque ne reviendraient pas également à la charge, vu que sauf erreur ce ne sont pas les mêmes. La seule crainte que l'on a aussi au niveau de Temenos, c'est qu'en fait aujourd'hui quand vous faites un takeover, on l'a vu dans le cas de monsieur Elon Musk, eh bien il faut aller trouver du financement, et comme les taux sont en train de remonter et que les banques sont un petit peu plus tendance plus lente finalement au prêter de l'argent, puisque si les taux remontent encore de 3-4%, eh bien autant attendre un petit peu pour faire des coûts de crédit beaucoup plus élevés. Ça va être peut-être un petit peu plus compliqué de trouver du financement, donc c'est une des craintes qui pèse entre guillemets aujourd'hui sur l'éventuelle possibilité de voir un takeover sur Temenos. Le dernier graphique qu'on va regarder aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a posé une question sur Meyer Burger. Meyer Burger, on connaît, donc semi-conducteur dans le secteur des photovoltaïques. Il y a pas mal de spéculations et pas mal de manipulations sur le titre. C'est difficile de donner un objectif. Quand on regarde un petit peu la recherche qui est faite dessus, les gens sont plutôt bullish, mais il n'y a pas non plus une énorme coverage au niveau de Meyer Burger. Les semi-conducteurs sont un énorme problème aujourd'hui. On sait d'abord d'un côté que les semi-conducteurs, il y a un immense shortage sur le marché, et que aujourd'hui, eh bien, c'est pas forcément un avantage pour les boîtes de semi-conducteurs. On a vu déjà quelques déceptions dans le marché. Maintenant, l'avantage de Meyer Burger, c'est qu'ils sont actifs dans les semi-conducteurs au niveau du solaire. Donc du coup, forcément, on a vu la tronche du gaz en ce moment en Russie, à cause de la Russie qui a coupé le robinet en Pologne et qui a coupé le robinet en Bulgarie. Et donc du coup, on a quand même un potentiel de voir rebondir toutes ces thématiques énergétiques de seconde zone, les thématiques clean, on va dire, entre guillemets, comme le solaire, et Meyer Burger pourra en profiter. Voilà. Maintenant, c'est aussi une boîte qu'on beaucoup de gens tournent autour et beaucoup de gens spéculent dessus. La personne qui m'a posé la question disait justement qu'il y avait beaucoup de gens qui s'amusaient à la faire bouger dans tous les sens. C'est pas complètement faux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en penser? Quelle est mon opinion? Moi, je vais faire une opinion purement technique. Et quand je regarde le graphique de Meyer Burger, eh bien, je me rends compte aujourd'hui que on a bien tenu finalement cette moyenne mobile des 200 jours, ce qui est plutôt
ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, la moyenne mobile des 200 jours ici, et on voit très bien que l'on a parfaitement tenu les supports pour l'instant, et que depuis quelques jours, elle rebondit, et donc c'est plutôt bon signe. Alors maintenant, ce que moi je vais regarder attentivement sur Meyer Burger, c'est que j'aurais envie de l'acheter sur faiblesse dans la zone des 35-40 et constituer une position pour aller chercher un target qui, à mon avis, peut largement se trouver dans la zone. La première résistance à passer, ce serait les 48 cents. Alors, donc on peut imaginer qu'on peut jouer ces mouvements-là 35-48 pour jouer ces 12 cents, ce qui est déjà pas mal. Mais si on casse à la hausse, alors là, par contre, on va repartir en direction des plus hauts ici qu'on avait comme point d'inflexion à 57, à 0,57. Donc voilà, moi je jouerais une construction de position dans cette espèce de conditions ascendantes qu'on vit aujourd'hui sur Meyer Burger, et puis un point de sortie dans la zone des 57 cents pour pinailler, et puis après on ne sait jamais, mais je veux dire, pour l'instant c'est vrai qu'on aurait pu espérer mieux quand même au niveau des semi-conducteurs, et c'est vrai qu'on peut dire qu'elle est un peu en retard, mais on se rend compte aussi que c'est pas non plus aussi facile que ça. On sait qu'il y a un shortage dans les semi-conducteurs, mais ça marche pas toujours forcément très très bien par rapport au titre, et il y a pas mal de gens qui se disent ouais, effectivement il y a un shortage aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'il y a un shortage que le secteur est en plein boom. Donc voilà, à surveiller attentivement, mais c'est clair que sur faiblesse dans la zone des 35-40, j'achète, et puis on peut jouer ce range pour l'instant tant que les choses se décomptent pas. Par contre, il faut être très discipliné, parce qu'on a vu que tout d'un coup, quand il y a des gros vendeurs qui arrivent, ça va très très vite. Voilà, grosso modo, ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est qu'on est toujours sous une grosse pression induite, en guillemets, par ce qui se passe dans le reste du monde. On fait que de suivre un peu nos grands frères, nos autres marchés qui nous pèsent toujours sur les épaules, comme je le disais au début. On est toujours dans une période de résultats qui est assez difficile. Difficile parce que finalement, en Suisse, on a des relativement bons résultats pour l'instant. Il y a eu peu de déceptions, mais finalement, les titres n'en profitent pas suffisamment comme on aurait pu espérer, parce qu'il y a cette pression générale sur les marchés. Ce qui fait que ça reste le focus de la semaine prochaine, c'est les chiffres trimestriels. Alors on aura de nouveau pas mal de monde, puisque vous le voyez à l'instant sur le spreadsheet que je vous montre. On aura évidemment lundi Swissquote, et puis Logitech, et puis PSP Property, on aura également Tornos, Geberit, Swatch pour les montres, pour voir un peu comment ça se passe. Et évidemment, le même jour, on aura Richemont qui sera là aussi. Et puis en fin de semaine, on aura donc Swiss Re, Adecco, Tecan, Landis+Gyr, Valiant, Feintool, Schaffner. Les gros noms sont un peu sortis, donc ça ne va pas influer monstrueusement sur le SMI, mais il va quand même falloir surveiller ça attentivement, surtout des titres comme Swissquote et Logitech qui sont relativement volatiles dans ces environnements de marché. Voilà ce qu'on pouvait dire grosso modo sur ce marché suisse cette semaine. Tel a été le marché suisse cette semaine en Suisse et dans le monde à notre connaissance. Moi, je vous souhaite un excellent vendredi, une excellente fin de semaine, un très très beau week-end. Et moi, je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau Swiss Bliss, ou alors évidemment pour ceux qui préfèrent aussi le Morning Bull Live, le Morning Bull Live, ce sera bien sûr lundi matin. Très bon week-end à tous, et à lundi. Bye bye.